Lille, capitale des Hauts-de-France. Au commissariat central, 3 équipages de la BAC partent en patrouille toute la nuit dans les rues de la ville. Sébastien, 41 ans, est brigadier chef à la tête de l'équipage Charlie. TN 59 de la BAC 110, Charlie 4 pour sa prise d'écoute. Sébastien a 20 ans de BAC derrière lui. Et il le sait bien, les soirées lilloises leur réservent toujours des surprises. Il est 2 h du matin. Sébastien et ses coéquipiers sont appelés en urgence pour une bagarre entre jeunes dans les rues du centre-ville. Il est blessé, Non mais lui. Sur place, un homme blessé indique que ses agresseurs présumés ont pris la fuite. Ils sont comment? Ça court. La victime a reçu un coup de bouteille au visage. Les policiers interviennent au beau milieu de la bagarre. La situation est confuse. Sébastien se précipite sur un autre individu qui semble prendre la fuite. Ouais, on l'a. Cet homme est en fait un ami de la personne qui a pris le coup de bouteille. Reste là. Dans une rue parallèle, Fred, qui dirige un autre équipage de la BAC, se lance à la poursuite de 2 autres individus. Ouais, ça part rue Manuel vers rue Constantine. Le premier serait un ami du jeune agressé. Une barre de fer en main, il coursait l'auteur présumé du coup de bouteille. Quand on arrive au coin de la rue, on voit l'individu qui est menaçant avec la barre de fer. L'individu tente de se justifier en expliquant qu'il voulait venger son ami. Ça, c'est une histoire de copain qui a mal tourné. Lui et son pote, ils ont tabassé un autre. De son côté, l'homme pourchassé et auteur présumé du coup de bouteille clame son innocence. Ce serait une autre personne qui aurait porté le coup de bouteille avant de prendre la fuite. On était dans la même soirée, j'ai mon pote qui a eu une embrouille avec eux, et là ils ont commencé à courir après nous, moi je suis parti. Ouais. Et ça fait une demi-heure qu'on court dans l'île, on a déjà essayé d'appeler vos collègues plusieurs fois. Ouais, on va là-bas, je suis avec nous. Pour y voir plus clair, Sébastien décide de confronter le suspect au jeune blessé. Moi je vais te J'ai rien fait moi dans l'histoire. Il y a lui et il y a l'autre, ils battent là, c'est le pire. Et c'est que Logan, t'es mort mec. Remets-toi là. Voilà, t'es mort. Est-ce que tu veux les pompiers, grand? Non, mais... L'auteur des coups s'est évaporé dans les rues de Lille. Ce soir, les hommes de la BAC ont évité que la bagarre ne dégénère en lynchage. Les différends, les bagarres, on en fait 4-5 dans la nuit facilement, entre minuit et 5 heures, dès que les esprits sont chauds, avec les effets de l'alcool. Le moindre petit différent, ça peut vite dégénérer. Avec l'alcool, ils ne sont pas toujours en état de comprendre dans quel état ils sont et la gravité de leurs blessures. L'homme blessé au visage est conduit à l'hôpital par les pompiers. Les autres sont emmenés au commissariat pour y être auditionnés. En 20 ans, le nombre de victimes de coups et blessures a doublé dans le Nord, classé 2e département le plus violent de France en 2020. Les Hauts-de-France figurent parmi les régions qui affichent le plus fort taux de délinquance. Au commissariat de Lille, le central téléphonique du 17 est l'un des plus importants de l'Hexagone. Il traite plus d'1 million d'appels par an. Elle a quel âge, la jeune fille? Parmi les 320 policiers qui se relaient jour et nuit sur le terrain, Grégory, un père de famille de 42 ans, dont 15 ans passés au sein de Police Secours. Fermez bien les fenêtres, faire gaffe. Hein. Je prends ma gazeuse. Allez les gars, on bouge, allez! Guillaume, 41 ans, veille à la sécurité des Lillois dans les transports en commun depuis 18 ans. Dans le métro, il traque les voleurs à la tire. Monsieur, on va se mettre sur le côté? Fred, lui, appartient à la BAC. Sa spécialité, intervenir en flagrant délit. Cache un truc en dessous. Va le chercher. Rix, fête clandestine ou trafic de stupéfiants, ce policier et son équipe sont sur tous les fronts. Mais tous ces policiers doivent faire face à un climat de plus en plus tendu, où l'uniforme les désigne parfois comme des cibles. Une quarantaine d'individus, en face de nous, on n'est que 4. Nous avons passé 2 mois en immersion dans le commissariat de Lille, l'un des plus grands de France, avec ces policiers qui risquent leur vie chaque jour pour arrêter délinquants et criminels. Il est 22 h à l'hôtel de police.
La BAC de Lille est l'une des plus importantes de France, avec plus de 120 policiers affectés aux patrouilles en civil. Parmi eux, Fred, chef d'équipage. 22 ans dans la police, dont 10 avec la BAC. Je vous rappelle les consignes, on pense à rentrer entier à la maison, donc pas de prise de risque inutile. Sur ce, bonne nuit à tous. À 49 ans, Fred est un policier expérimenté, habitué aux situations à risque. Ouais, donc voilà, ça c'était une course-poursuite entre des voleurs de voitures qui sont là dans la Mégane. Donc on voit là, ils prennent les risques, ils doublent le camion sur la droite par la bande d'arrêt d'urgence. La course-poursuite avec les voleurs de voitures se déroule à près de 120 km/h. Pour des raisons de sécurité, la voiture de la BAC doit contraindre les voleurs à s'arrêter sans toucher leur véhicule. À ce stade de la course-poursuite, il est très rare qu'ils obtempèrent. Savoir que tous les véhicules en fuite, en général, prennent direction de la frontière belge, puisque nous, on n'a pas le droit de poursuivre en Belgique. Mais cette fois, les voleurs de voitures vont avoir une mauvaise surprise. Les autorités belges ont fermé la frontière. Là, ils vont s'engager sur le parking de la frontière, l'aire d'attente. Plutôt que d'être confrontés à la police belge en forçant leur barrage, les voleurs ont stoppé net leur voiture côté français. Et là, on interpelle. Ce soir, nous retrouvons Sébastien, brigadier chef, qui part en vadrouille avec ses 2 équipiers. Et justement, la première alerte de la soirée concerne un vol de voiture. Ouais, Mac Charlie, il y a eu un homejacking cette nuit. Le véhicule se trouve rue Play. La dernière technique des voleurs de voitures, le homejacking. Ils s'introduisent au domicile des victimes pour voler les clés et repartir avec le véhicule. Quelques heures après le cambriolage, la voiture volée est repérée tard dans un quartier populaire du sud de Lille, à seulement 500 mètres du commissariat. On est sur place dans la rue, là, effectivement, il y a bien le scénic qui est signalé volé. La voiture est garée à proximité d'une maison aux vitres éclairées. Sébastien contacte un officier de police judiciaire, seul habilité à procéder à une perquisition. Pour info, il y a du monde au 3, il y a 4 individus à l'intérieur, les lumières sont allumées, on n'a pas pris contact, donc à savoir si vous voulez venir. C'est un pseudo-squat, visiblement. Donc je me déplace pour la perquisition. Le logement est en fait un squat déjà connu des services de police. Sébastien demande des renforts. Lors d'une précédente intervention, la situation avait dégénéré. Non, il y a au moins 4 ou 5 individus dedans. Ouais. C'est un squat, les dernières fois c'est parti en cacahuète dedans. D'accord. Ouais, c'est la police. Il vient de fermer la clé. Aucune réponse. Mais la porte vient d'être fermée à clé et les lumières éteintes au nez et à la barbe des policiers. Alors Sébastien décide d'employer la manière forte. Là, ça passe, j'arrive à rentrer. C'est parti, on progresse. Allez, on y va. Attention. Ça le bébé. On va tranquille. Bouge pas, tes mains. Assis, allongé. C'est pas Renaud. Vas-y, viens, cherche-moi. Marche tes mains, tu marches tranquillos. Tu fais voir tes mains, tu marches tranquillos. Je suis toxicomane. Les suspects déclarent tous être des toxicomanes. Ils seraient à l'origine du vol de la voiture pour la revendre et s'acheter de la drogue. Attention, il n'y a pas de... Au sol. Au sol. Allez, au sol. Au sol. Donc il est 20h50, on est officier de police judiciaire, on va procéder à une perquisition avec vous, d'accord? Mais monsieur, nous on vient là pour se droguer, chef. Bah c'est bien, tant pis pour vous, fallait venir ailleurs. Dans le squat, des dizaines de morceaux d'aluminium jonchent le sol. L'aluminium ainsi découpé sert à fumer des drogues dures, héroïne et cocaïne. C'est assez crade, hein. Et puis là, tout ce qui est confectionnement pour les stupes. Hein. Bon, ce qui reste des conditionnements, on a vu, hein, adéquat, la cuillère. Quant à cette cuillère posée sur une table, elle sert à préparer des injections d'héroïne. Monsieur! Oh, calmez-vous, monsieur! Je suis plus vieux que toi en plus. Au total, 4 hommes sont interpellés dans la maison. Mais un indice laisse penser à Sébastien que d'autres ont réussi à prendre la fuite par les toits. Ils sont passés par là, ils sont passés sur le toit. Ils ont cassé l'armoire en grimpant dessus. Les fuyards n'ont pas été bien loin. Ils sont interpellés dans une rue parallèle, quelques minutes après la perquisition. Il y a un requérant justement affolé qui est sorti du logement et qui dit qu'ils viennent de sortir de mon jardin. La perquisition confirme que les individus seraient coutumiers des vols de voitures. On n'a pas retrouvé les objets qui ont été dérobés avec le véhicule ce matin, mais par contre on a fait d'autres découvertes.
Comme quoi? Des cartes grises, d'attestation, un peu de tout qui se trouvait dans ce placard. Les documents saisis permettront de déterminer s'ils sont impliqués dans d'autres vols de voitures. Pour le moment, ils se déclarent étrangers à cette affaire. Y a pas de souci, chef. Vous pouvez me faire confiance, y a pas de problème. Ouais. J'ai rien à me reprocher à part que je me drogue, quoi. Et tu restes là, quand t'as pris ta coque, tu restes dans ce boui-boui, là, dans ce truc dégueulasse. Je finis et je me casse. La voiture volée est conservée pour expertise par la police scientifique. Et les 6 hommes sont emmenés au commissariat pour y être placés en garde à vue et auditionnés. Demain, il y aura des relevés d'empreintes et d'ADN pour essayer de confondre les individus qu'on a interpellés ce soir. Dans la région lilloise, près de 3000 voitures sont ainsi volées chaque année. Lille et sa proche banlieue figurent dans le top 3 des zones les plus délinquantes du pays. L'hôtel de police de Lille est situé dans la zone sud de la ville, près de nombreux quartiers dits difficiles. Le réacteur du commissariat, c'est le centre d'information et de commandement où sont traités chaque jour une moyenne de 2000 appels d'urgence au 17. On a 2 individus en survêtement, dont un qui fait le guet dehors. Restez en ligne avec moi, j'ai des véhicules pour un vol à l'étalage en cours. Les appels les plus critiques sont notifiés par radio aux équipages de police secours qui sillonnent Lille et ses environs. Comme Jérémy et Mathieu. Ils sont en pleine patrouille quand ils reçoivent un appel d'urgence sur les ondes radio. Un individu a tenté de voler l'arme de service d'un policier municipal dans un quartier sensible de la banlieue lilloise. On se rapproche sur le secteur parce que c'est un secteur qui est défavorablement connu pour son trafic de stupéfiants ainsi que les rodéos, les vols de véhicules, etc. On ne sera jamais trop sur le secteur. Jérémy, gardien de la paix, a 30 ans, dont 3 au sein de police secours. À ses côtés, le chef de bord, Mathieu. Après la BAC de Paris, ce brigadier expérimenté est revenu à la police du quotidien. Pour lui, comme Jérémy, le sang-froid est leur meilleur allié lors des situations d'urgence. On n'a qu'une envie, c'est d'être présent sur les lieux et qu'il ne soit pas trop tard, justement. Mais tout en sécurité, parce qu'il y a un effet tunnel parfois qui est présent et qui est très dangereux à la fois, donc il faut garder les pieds sur terre quand même. Jérémy et Mathieu foncent en direction de la briqueterie, un ensemble de bars d'immeubles sociaux où le taux de chômage est de 30%, où un habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. L'intervention est risquée, les forces de police y sont régulièrement prises à partie. Soi-disant qu'il tournait un clip, il y a une tentative de saisie d'armes d'un collègue. D'accord. Vous avez réussi à le cibler, mec? Ouais, bah il a une capuche, un type africain, grande taille. Jeune? Ouais, chez jeune, ouais. Si on met en noir, une bande rouge. L'homme a échoué dans sa tentative de vol d'armes et s'est réfugié dans un immeuble du quartier. Il y a un accès derrière ou pas? Décidés à l'interpeller, les policiers ont investi les lieux en nombre. En fait, les collègues étaient derrière lui. Celui-ci s'est réfugié dans le bâtiment. Il n'est pas impossible qu'il ait rejoint un appartement dans lequel il a pu se réfugier. Jérémy est alerté par des cris qui proviennent du dernier étage de l'immeuble. Pourquoi ça gueule là? Sur le palier, une porte est ouverte. Il est là, non? 2 personnes s'invectivent dans une pièce de l'appartement. Est-ce que tu le reconnais ou pas? Jérémy constate que les vêtements portés par l'homme ne correspondent pas au signalement donné par le policier municipal. Négatif, non. Il aurait pu correspondre, mais le style vestimentaire ne correspond pas. On va chercher un collègue de l'APM. Mais dans le doute, Jérémy décide de faire monter son collègue de la police municipale, victime de la tentative de vol d'armes. Ouais. Pour toi, celui? Ouais. Il s'est changé de temps, toi? Ouais, il s'est changé, là, c'est tout. Le policier municipal est formel. Il reconnaît le jeune homme qui a tenté de lui dérober son arme. Ici, c'est lui. Allez, je c'est bon? L'homme clame son innocence. Sa mère essaie d'apaiser la situation. calme-toi, vas-y avec eux, ils vont vérifier. Voilà. Pour Jérémy, un indice supplémentaire laisse penser que le suspect est bien la personne recherchée. Il palpite. Je dis il palpite. Donc il a dû courir avant. L'individu aurait eu le temps de se changer. Dans l'appartement, les policiers retrouvent une paire de baskets et un sac à dos qui correspondent à la description faite par les policiers municipaux. Confondu,
Le suspect n'oppose aucune résistance à son arrestation. À la sortie de l'immeuble, les policiers guettent les étages pour parer à d'éventuels jets d'objets. Donc nous, on fait toujours attention maintenant quand on intervient parce qu'on peut être vite pris à partie dans des guet-apens, ça peut vite dégénérer. Donc on est toujours un peu sur le qui-vive. Il faut rapidement exfiltrer le jeune homme de la cité, avant qu'un attroupement complique la mission des policiers. Son frère proteste bruyamment contre l'interpellation. Il a fait quoi? Vous verrez. C'est là, pour l'instant, tu restes là. Le suspect est âgé de 17 ans. Conduit au commissariat, il est placé en garde à vue. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus craindre l'uniforme. La peur du policier, elle existe de moins en moins avec les jeunes de la cité, je dirais, par ici. Ils n'ont plus trop peur de la sanction qu'ils peuvent avoir. Dans certains quartiers, les forces de police sont même devenues des cibles. Une violence souvent soudaine et imprévisible. Comme ce jour-là à l'hôtel de police de Lille. La tension est maximale au centre d'information et de commandement. Feu d'artifice ou de pétard dans notre direction. Descendre la passerelle au niveau du passage à niveau. Ça descend la passerelle au niveau du passage à niveau. Et sur la passerelle, celle de ville, une quarantaine d'individus. En face de nous, on n'est que 4 et c'est les sorties des écoles. Donc BAC Alpha 2 se rapproche, reçu. Est-ce qu'une autre BAC est disponible pour se rapprocher? Cette fois, les policiers parviendront à reprendre le contrôle de la situation. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent que les véhicules de la BAC et police secours de la région lilloise sont attaqués par des tirs de feu d'artifice. En octobre 2020, c'est même un commissariat de la banlieue de Lille qui essuie des tirs de mortier. Dans ces zones à risque, ce déchaînement de violence peut se produire lors d'un simple contrôle. Durant notre tournage, un policier d'un autre équipage a été violemment agressé dans un hall d'immeuble. Résultat, plusieurs dents cassées, des points de suture et 7 jours d'incapacité totale de travail. L'auteur présumé des coups a été interpellé. Il est âgé de seulement 17 ans. La police est venue, contrôle normal, sorti ma carte d'identité et après on laisse partir. En fait c'est quand même repoussé. C'est dans le. Je l'ai envoyé sur l'arcade. Après je regarde ce que j'ai fait. Je regrette mais. Voilà, j'ai fait. En mai dernier, l'Assemblée nationale a envoyé un signe fort pour endiguer ce phénomène en passant de 22 à 30 ans la peine de sûreté pour un crime contre un policier ou un gendarme. Seulement quelques jours après l'agression de leurs collègues, 4 équipages de police mènent une opération coup de poing dans le quartier où s'est déroulé l'incident. Parmi eux, les coéquipiers du policier agressé. Il y a beaucoup de violence policière en ce moment là-bas, des jets de projectiles. L'idée c'est quoi? De leur montrer que vous occupez aussi le terrain, que vous ne laissez pas faire? C'est ce qu'on essaye de faire, un petit peu tous les jours. On occupe le terrain, donc on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. L'idée c'est aussi d'aider les riverains qui en ont marre aussi. Aujourd'hui, l'équipage de police secours bénéficie du renfort de la BAC et d'une brigade canine. Dans l'immeuble, 3 jeunes se laissent contrôler dans le calme. Ce hall sert régulièrement de point de deal pour du cannabis. Les tarifs des drogues sont tagués sur les murs. Des fauteuils attestent du squat. À l'extérieur, le dispositif renforcé de la police a pris dans sa nasse un dealer présumé qui se laisse interpeller sans résistance. C'est pour faire quoi ça? C'est tes économies? Sur lui, près de 1 000 € en espèces et un sachet d'herbe de cannabis. L'homme, connu des services de police, est aussitôt placé en garde à vue. Cette fois, une forte présence policière a permis que ce contrôle de hall d'immeuble se déroule dans le calme. Mais ce n'est pas toujours le cas. La nuit tombe sur l'île. Frédéric, chef d'équipage de la BAC, reprend du service avec son pilote Thomas. Depuis l'agression de leurs collègues, ils redoublent de vigilance lors des contrôles. Et justement, dès le début de la patrouille, Frédéric est appelé en renfort sur une intervention qui tourne mal, encore une fois dans un hall d'immeuble, connu pour être un point de deal. Lors d'un contrôle de routine, ce jeune homme aurait jeté sa cigarette au visage d'un policier. Et il résiste à son interpellation. L'homme est finalement menotté. Ses 5 camarades, eux, se laissent contrôler dans le calme. Ça, les ballons, c'est génial, c'est super les ballons. Le sol du hall est jonché de ballons de baudruche. Ils sont utilisés pour inhaler un gaz hilarant et hallucinogène, le protoxyde d'azote.
Protoxyde d'azote, ils remplissent ça dans des ballons de baudruche. Ils inhalent le produit, ça le rend dans un premier temps euphorique, puis après, au fur et à mesure de respirer ça, bah, ça leur retourne le cerveau et ils deviennent complètement cinglés, quoi. Et là, ce soir, bah, ils ont jeté des cigarettes allumées sur le visage des collègues, d'où l'intervention. Les cartouches de protoxyde d'azote sont en vente libre. Elles ne coûtent que 30 € pièce. Surnommé Proto, ce gaz est utilisé pour des anesthésies locales. Ce sont les habitants excédés par les nuisances qui ont appelé la police pour disperser les jeunes. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous habitez ici? Oui. Allez-y, vous êtes chez vous? Le rappel à l'ordre se solde par une arrestation musclée. L'homme est emmené de force au poste de police pour outrage à agent. On vient ici tous les jours, c'est des contrôles qui se passent plutôt bien. Et puis voilà, il suffit d'une fois pour que ça dégénère. L'individu risque 7 500 € d'amende pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. Le Nord figure parmi les 5 départements les plus touchés par les violences faites aux femmes, avec une moyenne de 2500 plaintes déposées chaque année. Le 17 est souvent le dernier recours pour ces femmes en détresse. C'est celui-là? Grégory a 10 ans d'expérience avec Police Secours. Ce brigadier de 42 ans vient régulièrement en aide aux femmes victimes de violences conjugales ou de harcèlement. Il patrouille dans le centre de l'île quand il reçoit un appel d'urgence. L'individu est agressif, la requérante a peur, elle demande votre intervention. Ouais, c'est bien reçu, on est sur place à l'instant. Sur place, Grégory tombe nez à nez avec un ami de la femme menacée. Elle s'est réfugiée chez lui pour échapper à son ex. C'est son ex. L'ex-petite amie est là, lui aussi, devant la porte. C'est vous, monsieur? Bonjour, monsieur. C'est à cause de vous qu'on est appelé? Qu'est-ce qui se passe? Calme, mais déterminé à rester là. Je voulais parler à mon ex-copine. Si elle refuse, il faut peut-être lui laisser quelques temps pour... Hein? Je sais, c'est une histoire un peu courte. Bah ouais. Oh, bah après, si elle veut pas vous voir... Ouais, parce que là, si vous venez régulièrement comme ça à l'importuner devant chez elle, tentez de la recontacter peut-être dans un premier temps par téléphone. Si elle veut discuter avec vous, peut-être vous revoir dans un lieu neutre. On va peut-être le raccompagner jusqu'en bas, je vais prendre contact avec la dame. Vous venez quoi, monsieur? Greg raisonne l'ex-petite amie qui accepte de quitter les lieux. Dans l'appartement, la femme, elle, est terrorisée. Non, il est descendu avec mes collègues, ils l'ont fait descendre. Il est plus là, madame. Je vous assure qu'il est en bas, dans la rue, avec mes collègues. Greg a du mal à rassurer la femme qui dit avoir été déjà victime de violences à plusieurs reprises. Elle s'est récemment enfuie du domicile où elle vivait avec son ex-petite amie depuis 4 ans. Pour appuyer ses propos, la femme décide de montrer des photos d'agression. C'est récent, ça? Elle subirait des violences depuis plusieurs années, mais n'a jamais porté plainte. Greg l'incite donc à le faire le plus vite possible. Je pense que vous avez bien fait de plus vivre avec lui. C'est très bien parce que monsieur comme ça, violent, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Devant l'immeuble, l'ex-petite amie réfute les accusations de la jeune femme. On avait discuté à menacé en disant que ouais, je vais leur dire que tu m'as frappé. Ok. On avait déjà menacé plusieurs fois. Il y a des coups déjà qui ont été échangés ou pas, même dans une dispute? On s'est déjà battu. Jamais de réel. Mais il y a des dépôts de plainte? Non? Vous êtes connu des services de police? Pas du tout? Greg décide de confronter l'ex-petite amie aux photos d'agression que lui a montrées son ex-compagne. C'est pas depuis dimanche que c'est terminé. Hein? C'est ce qu'elle vous a dit? Bah ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai vu des photos par contre des violences. La lèvre gonflée. Non? Ça vient de moi? Bah, je sais pas, je vous pose la question. Non. Ça vient pas de vous? Bon, ouais. Elle me dit pas la même chose. De toute façon, tout ce qu'elle veut, c'est ne plus entrer en contact avec vous, monsieur. Visiblement, elle est terrorisée par vous. Grégory joue la carte de la fermeté pour bien faire comprendre à l'homme qu'il ne doit plus l'approcher. Bon, je vous mets en garde, monsieur. Je suis pas menaçant, je suis pas... Voilà, je fais mon travail, je vous dis ce qui est. Je sais très bien que ça peut vite dégénérer, ce genre de situation de couple qui se sépare. Je vous invite à rentrer chez vous, monsieur. Allez-y. Et puis, bon, bah, réfléchissez à tout ça, monsieur. Faute de plainte déposée contre lui,
aucune procédure d'éloignement ne peut être mise en place. Au vu des photos qu'elle m'a montrées, c'est quand même pas une gifle qu'elle a pris. Elle avait la lèvre excessivement gonflée. C'est quand même pas rien, quoi. Il faut pas accepter ça. Et nous, c'est ce qu'on conseille à toutes les dames. Dès qu'elles sont victimes de la moindre première violence, pas se dire que c'est la première et la dernière et que ça arrivera plus. Malheureusement, ça continue tout le temps. Et en général, les gens, ces individus qui sont capables de les frapper une fois, ils récidivent. Et donc c'est pour ça qu'on les invite à déposer plainte dès la première fois. Chaque année, plus de 4000 femmes sont victimes de violences conjugales à Lille et dans le département. Un chiffre en augmentation de 30% suite au confinement. Il n'y a pas que dans leur sphère privée que les femmes sont victimes de violences. En France, selon un sondage, 9 femmes sur 10 seraient victimes de harcèlement dans les transports en commun. Le réseau de transport lillois est l'un des plus vastes de France. Chaque jour, plus de 700 000 personnes empruntent l'une des 60 stations du métro lillois. Un terrain de jeu idéal pour les agresseurs et les voleurs. Alors les forces de l'ordre ont créé un QG high-tech dans un lieu confidentiel relié à 3600 caméras. Rendez-vous immédiatement station Oisem. Pouvez-vous rendre sur place sur le quai 4 Cantons, s'il vous plaît. Métro, gares, bus et tramways sont sous haute surveillance. D'un côté, le centre de commande connecté aux caméras. De l'autre, 120 policiers qui patrouillent sur le réseau. Alors qu'ils patrouillent à l'extérieur, Thomas et ses collègues de la police des transports reçoivent la signalisation d'un homme recherché pour agression sexuelle sur une femme dans un ascenseur du métro. Il y a une agression sexuelle ce matin. À Fives, station métro Fives. Donc ça serait peut-être un habitué du secteur, donc on va aller faire un tour. En plus c'est tout frais, c'est de ce matin. En général, il garde toujours la même tenue. C'est dans le métro que Thomas espère repérer le suspect. Il est reconnaissable à son t-shirt rouge. Les extraits des caméras de surveillance lui fournissent d'autres informations précieuses. Donc on a en plus la démarche de la personne, son attitude, donc bon, ça peut être pas mal. Pendant que Thomas patrouillait sur le réseau, le suspect est réapparu sur les caméras de surveillance d'une station du centre-ville. Une autre patrouille l'a interpellé. L'homme, ivre, est conduit dans les geôles du commissariat souterrain. Midi, c'est au tour de Guillaume de prendre son service. Ce policier de 41 ans patrouille dans les transports lillois depuis 18 ans. C'est parti. Dans le métro, les vols de portables ou de cartes de crédit, comme sur cette vidéo, sont monnaie courante. Rien n'échappe aux caméras. Certains auteurs de délits sont identifiés en direct. D'autres, qui ont fait l'objet de plaintes, sont retrouvés dans les archives vidéo grâce à l'heure, au lieu et à la description du délinquant. Vol de téléphone portable, donc qui a eu lieu aujourd'hui aux alentours de 15h. Et justement, suite à une plainte pour vol de portable, les policiers viennent de retrouver les images du voleur et de son complice. Là, en fait, la victime elle est en train de prendre des tickets au distributeur de tickets. Elle se doute de rien. Il y a 2 gars qui sont derrière, un qui lui parle pour la distraire. Et le deuxième, il va opérer, il va taper le téléphone dans la poche droite de son manteau sans qu'elle s'en aperçoive. L'homme est reconnaissable à sa casquette blanche et son survêtement rouge. Il fait aussitôt l'objet d'une fiche de recherche envoyée aux patrouilles sur le terrain. Survêt rouge, casquette blanche. Habillé de la même manière, l'homme réapparaît quelques heures après le vol sur le quai du métro, mais sans son complice. Il est toujours dans la rame. Il est là. Le mec, il est à République, on laisse continuer la rame. Guillaume et son équipe sont informés de la ligne de métro empruntée par le voleur présumé. On va arriver à la station République. Ah, c'est la photo qu'on a eue. En revanche, impossible d'anticiper sa station d'arrêt pour l'interpeller. Laisse la rame partir. Laisse la rame partir. On va le suivre en caméra. L'individu est toujours dans la rame à République. Et la rame va partir de République. Il vient sur nous, là. L'interpellation va être imminente. Ramaqué. Le piège se referme sur le suspect. Monsieur. À peine surpris, il se laisse arrêter sans résistance. On va se mettre sur le côté. Est-ce que vous avez un téléphone sur vous? Et à vous? Vous l'avez trouvé? Non, c'est moi. La fouille ne donne rien. Le téléphone saisi est le sien.
L'homme est conduit dans les locaux de la police des transports pour vérification. Vous avez un autre téléphone sur vous? Téléphone. Un téléphone. Ça, c'est le seul téléphone que vous avez? C'est moi, oui. Chez vous? C'est moi. Ça, c'est à vous? Oui. Il n'y a pas d'autre téléphone sur vous? Non, rien. Souvent, les voleurs de téléphone transmettent rapidement leur butin à un complice pour ne pas être inquiétés. Le dossier de l'homme indique qu'il est convoqué dans quelques semaines au tribunal de Lille pour une affaire de vol à l'étalage. Parfait. On va vous demander de vous asseoir là. Alors, vous êtes convoqué pour un vol. À vous quoi? Des vêtements. Le 6 avril, vous êtes convoqué à 8h30. C'est pas vous là, monsieur. Travaillez la peinture. Avance. D'accord, monsieur. Pour le vol du portable, la victime confirmera bien l'identité du suspect. Il risque en théorie 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Pièce d'identité, monsieur. Chaque année, les policiers des transports lillois réalisent plus de 3000 interpellations et 70% des auteurs de délits sont retrouvés. Guillaume et son équipe continuent leur patrouille en surface dans une zone où ils espèrent repérer le complice du voleur présumé. Le quartier de Oisem est bien connu à Lille pour ses trafics en tout genre et le recel d'objets volés. Il y en a pas mal qui vont revenir sur la station de Oisem avec les téléphones volés et vont se diriger dans le secteur pour essayer de revendre les téléphones. Et après, on a pas mal de vols, de vols à la tire qui peut se passer dans les escalators ou directement dans la station Oisem. Une concentration de délinquants qui pose des problèmes de sécurité. Oisem est régulièrement le théâtre de rixes entre bandes rivales. En 2 ans, 3 meurtres ont été commis au couteau dans ce quartier. Et 3 semaines après notre tournage, plusieurs dizaines d'individus se sont affrontés avec armes à feu et machettes. Monsieur! À Oisem, dealers, receleurs et vendeurs de cigarettes à la sauvette se partagent les alentours de la station de métro. Monsieur, bonjour! Bonjour. Guillaume procède donc régulièrement à des contrôles. On va se mettre là? Oui. Oui. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Bon. Non? On vit toujours le garde à vue. Vous sortez de garde à vue? Ouais, 2 jours. Pourquoi? Cigarette. Ah, vous vendez des cigarettes? Oui, à la sauvette? Cet homme sort de garde à vue pour vente illégale de cigarettes, ce qui ne semble pas être très dissuasif. C'est ça que vous vendez? 5 €. Enlevez la sacoche. L'individu ne cache pas son activité de vendeur à la sauvette. Pas de stupéfiants? Non? C'est bon, vous pouvez reprendre vos affaires, monsieur. Si, c'est quand même le théâtre de pas mal de ventes à la sauvette. Donc là, en l'occurrence, bon, il y a monsieur qui est en possession de 3 paquets de cigarettes, mais bon, c'est pas suffisant pour faire tenir une vente à la sauvette. D'autres vendeurs de cigarettes s'approchent de Guillaume. À Oisem, je travaille les cigarettes, c'est tout. Oisem, c'est pas les vendeurs pour là. Mais c'est interdit de vendre des cigarettes. Ouais, tu vends des cigarettes, c'est tout. Loin d'être impressionnés par les policiers, ces hommes tentent de justifier leur activité pourtant illégale. Comme ça, pour manger, pour boire. La concentration de trafic et de délinquants à Oisem provoque une guerre de territoire et de nombreux règlements de compte entre bandes rivales. Ah, si les collègues peuvent venir, parce qu'il y a du monde, ça se rapproche autour, c'est calme, mais ça se rapproche pas mal. Le lendemain, Grégory, le brigadier, est à son tour appelé pour intervenir en urgence à Oisem. Un homme vient d'être agressé au couteau. Il faut faire vite avant que la situation ne dégénère. Fermez bien les fenêtres, faut faire gaffe. Je prends ma gazeuse. Allez les gars, on bouge! Allez! Allez, on bouge! On bouge! On reste pas là, s'il vous plaît, merci. Pareil, monsieur, on bouge, s'il vous plaît. Grégory est le premier policier sur place. Face à la sortie du métro Oisem, un homme est allongé. Un attroupement se forme autour de lui alors que les pompiers interviennent. On va regarder, laissez-nous travailler. L'homme présente une blessure importante au bras gauche. Il se serait interposé entre 2 hommes lors d'une bagarre. Si c'est possible de reculer, monsieur. Laissez-les travailler. Ils sont bagarrés ici. Ouais. Et lui, il va séparer. L'autre, il frappe lui. D'accord. Bon, on va dire qu'ici, malheureusement, c'est habituel, c'est devenu habituel sur ce secteur-là. Un gros secteur gangréné par le trafic de drogue, et puis par l'immigration clandestine, et puis le squat de jeunes. Là. L'homme est finalement évacué par les pompiers avec une plaie de 6 cm au biceps gauche.
Près de 30 000 personnes vivent dans le quartier de Oisem. Sous l'effet de la délinquance, les riverains voient leurs conditions de vie se dégrader. Donc là, vous vous rendez voir s'il y a eu vol et frac. Bon, constat de cambriolage. Ouais, c'est bien reçu. Grégory est appelé pour un cambriolage en cours à quelques pas seulement de la place où il vient d'intervenir. Ah, c'est peut-être ces gens-là. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été forcée. Ouais. Et celle du rez-de-chaussée aussi. D'accord. Chez vous, ça a été fracturé? Je sais pas, parce qu'en fait, j'étais stressée. On va aller voir, madame. J'ai pas touché la poignée. Calmez-vous, ça va bien se terminer. La locataire, avec son écharpe orange, est en état de stress. En arrivant chez elle, elle a vu que sa serrure était démontée. Je vais rentrer avec mes collègues, puis vous suivez. Les cambrioleurs sont peut-être encore à l'intérieur. Grégory est sur ses gardes. Donc c'est comme ça, on fait une reconnaissance. Bon, il n'y a rien, il n'y a plus personne. Les cambrioleurs ont quitté les lieux. Grégory demande à la locataire de vérifier que rien n'a été dérobé. Est-ce que vous constatez un vol? C'est un désordre normal? C'est votre désordre habituel, mais moi, on a déjà vu bien pire, madame. Je check. Devant, il n'y a personne dans ça devant? Non, il n'y a personne. La locataire est en panique. Grégory essaie de la rassurer du mieux qu'il peut. Vous aviez fermé à clé? Vous savez pas ça? Je me souviens pas, en fait, à cause du stress, je suis désolée. Posez vos affaires, madame, allez-y, on est là, il ne va plus rien vous arriver, on va tout vous expliquer, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. La locataire émet des doutes quant à la fiabilité de sa serrure. Elle craint un retour des cambrioleurs. Bon, elle ferme correctement votre porte. Si les personnes qui sont venues cette nuit veulent reforcer pour péter plus facilement ça? Non, ils ne viendront plus, madame. Ils ont été mis en fuite et je peux vous assurer qu'ils ne reviendront pas. Vous pouvez dormir en toute sécurité. Traumatisée par cette tentative de cambriolage, la locataire du studio a décidé de quitter le quartier de Oisem. Nouvelle nuit de patrouille pour Fred, le chef d'équipage de la BAC. Allez, on est parti. La nuit, c'est un style de vie pour lui. Fred a longtemps été disque jockey avant de réaliser son rêve de gosse, devenir policier. Désormais, c'est la petite musique des patrouilles qui rythme ses nuits. On est tranquille. Vous préférez bosser la nuit? Ah, largement. Je travaille de nuit depuis l'âge de 17 ans, donc j'en ai 48 maintenant. J'ai toujours travaillé de nuit. C'est un autre monde. Il y a moins de gens dans les rues. Les gens honnêtes sont chez eux, ils sont couchés. Donc la nuit, il y a plus de... Les gens qui traînent, qui sont dehors en général. Ça peut être des bons clients pour nous. La nuit, Fred assure un service sans interruption pour ceux qu'il appelle ses bons clients. Il part en patrouille direction Oisem. Au volant, Thomas connaît toutes les rues de ce quartier sensible qui traîne aussi une réputation de supermarché de la drogue. Fred et Thomas sont appelés en renfort d'un autre équipage de la BAC en pleine intervention dans un hall d'immeuble squatté par des dealers. Ah ouais, quelle odeur! Un mélange d'herbes de cannabis et puis un petit peu d'urine, de saleté, hein. Un beau petit mélange. On va continuer la progression. Voilà à quoi ressemble un point de confection des produits stupéfiants. Voilà, tu as les plastiques qui servent à faire le conditionnement. Et puis la vente, elle doit se faire dans le petit chemin. Les deux dealers présumés se sont réfugiés dans un appartement au premier étage. Bonjour monsieur, vous habitez ici? Au-dessus? C'est une intervention de police monsieur? On travaille? Non, vous inquiétez pas, c'est la police, on gère. Il est 21h passées. Les policiers n'ont pas le pouvoir pour procéder à une perquisition. Dans le hall de l'immeuble, une femme se présente comme la mère de l'un des dealers présumés. Bon, elle attend, elle verra son fils au commissariat. C'est son fils âgé de 15 ans, réfugié dans l'appartement, qui l'a alerté par téléphone. Il dit redouter des violences policières. Il n'en serait pas à sa première arrestation dans une affaire de stupéfiants. Là, il m'a appelé en panique, je vous dis qu'il m'appelle. S'il m'appelle, s'il a fait quelque chose, il m'appelle pas. Ouvrez le poêle à porteur. Bah, il a eu peur et il m'a dit maman, j'ai peur qu'il me frappe. Allez-y. Donc je lui ai dit ouvre, il m'a dit on n'arrive pas, faut dire qu'il défonce. Pour les hommes de la BAC, les dealers présumés essayent surtout de gagner du temps. Alerté par un bruit à l'intérieur de l'appartement, l'un des policiers se précipite dehors. Une sacoche a été jetée depuis l'étage. Fred rejoint ses collègues qui fouillent la zone. Pour les policiers, peu de doute.
La pochette a été lancée par les jeunes enfermés dans l'appartement. Ah oui, c'est cool ça. Ah bah ouais, bien joué. Ah ouais, du stube, de l'argent. À l'intérieur, près d'une dizaine de paquets d'herbes et de résine de cannabis. Ah, t'as de l'herbe. Oh, c'est dur, c'est de la résine de cannabis. Puis de l'argent. Ainsi que quelques dizaines d'euros en billets. Ils ont dû faire quelques ventes avant d'être surpris par les collègues. Les deux dealers présumés ont fini par ouvrir la porte aux forces de police. Ils sont conduits au commissariat pour être entendus par un officier de police judiciaire. En France, une moyenne de 34 000 mineurs font l'objet d'une décision de justice chaque année. Parmi ceux coupables de trafic de stupéfiants, la moitié est condamnée à des peines de prison. Fred et Thomas reprennent leur patrouille autour de Oisem. Il est 23 h, la rue commerçante est vide, quand Fred aperçoit un homme avec un comportement suspect. Qu'est-ce qu'il cache en dessous? Il cache un truc en dessous. Va le chercher, va le chercher, va le chercher. L'homme est immobilisé contre le mur, pendant que Fred fouille l'endroit où l'homme semble avoir caché quelque chose. Quand on est arrivé, il a balancé un premier paquet de résine. T'étais en train de soulever là. Il y en a encore. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Ouais, il y a encore de la résine. Il cache en dessous. Fred avait vu juste. L'homme interpellé a dissimulé du cannabis sous cette avancée de volet roulant. De petites quantités conditionnées, peut-être pour la revente. Là, il y en a un deuxième en dessous. Sur lui, il y en a. Et il y a de l'herbe aussi sur lui. Arrête de pousser, c'est pas mieux. L'individu se débat au moment de son interpellation. Ouais, c'est toi qui peux me dire de me taire. C'est toi qui... Vas-y, lâche-moi. À l'étage en face, alerté par les cris, un autre homme invective Fred et ses coéquipiers depuis la fenêtre. Mets-toi au milieu, serre-toi. Je suis serré. Une fois à l'intérieur de la voiture, le suspect finit par se calmer. Lui, il est archi connu. On l'a fait plusieurs fois, que ce soit pour des vols, des agressions. Du stupéfiant, c'était un peu plus rare, mais ces derniers temps, on se recycle, hein. On se recycle. Depuis 2008, cet individu a été interpellé à 49 reprises, notamment pour tentative de meurtre et port d'armes. Habitué des séjours en prison, l'homme en situation irrégulière a fait l'objet de multiples obligations de quitter le territoire. Vas-y, vas-y, je vais regarder. Tiens, vas-y, avance. Alors qu'il est conduit au commissariat pour la 50e fois, l'homme ironise quand Fred lui demande s'il a encore du cannabis sur lui. T'en as encore sur toi? Hein? Ouais, j'ai encore 1 kilo sur moi. Encore 1 kilo? Ah, c'est bien, tu me fais rêver, là. Il n'a pas 1 kilo sur lui, mais bien une dizaine de grammes de résine de cannabis. Et moins de 5 grammes d'herbe. Assis-toi là. Interrogé, l'homme réfute être un dealer. Il serait un simple consommateur. Ça fait longtemps que tu l'as dans la poche, celui-là. C'est ma consommation, chef. Ouais, j'en doute pas. Je l'ai acheté, je les ai cachés. J'ai passé mon tir en sandwich. Ouais. Pour le fait de me faire contrôler avec. Ouais. Et je suis venu les récupérer pour que je rentre chez moi. Ça marche. T'as consommé de l'alcool, Hicham, ou pas? Je bois pas. Cette version des faits laisse Fred perplexe. Mais en l'absence de flagrant délit de vente, pas de garde à vue. La quantité saisie découle sur une procédure simplifiée. Allez, je vais remonter avec nous, tu vas pouvoir y aller. On va faire une audition du monsieur, poser quelques questions, et puis il va ressortir. Dans l'heure, il est sorti. L'heure comme l'heure. Allez. Dans le commissariat central de Lille, de nombreux policiers ont déjà croisé la route de ce délinquant multirécidiviste. Salut copain. Salut. Alors qu'il est sur le point d'être libéré, l'homme explique qu'il est SDF. Il ne pourra pas s'acquitter de l'amende de 200 € dont il vient d'écoper. Il sera débiteur du trésor public jusqu'au jour où il travaille. Et les impôts lui tomberont dessus, peut-être, un jour. Fred a du mal à accepter que malgré ses 50 arrestations, l'individu ressorte libre aussi vite. Allez, dernière fois. Hein. Ah bah tu vois, c'est un signe. C'est un signe de quoi? Bah que tu dois pas sortir. Allez. Éloignez-moi pour rien. Ouais. Cet individu, il a 50 faits. Il est dehors. Malgré tout, Fred ne baisse pas les bras et il repart en mission avec son équipage. Allez. Il est presque minuit dans les bureaux de la BAC, l'heure où tout s'accélère.
Sur le parking du commissariat, Thomas charge la voiture banalisée. Fred et lui viennent de recevoir une mission urgente. Une fête techno illégale est organisée dans un fort abandonné en banlieue de Lille. Alors on a eu un appel sur les ondes pour un groupe d'individus, une dizaine, qui se dirigent vers le fort d'Anglo, donc commune à côté de Lille, et ça se situe dans un bois. C'est bon, on est good? Il leur faut intervenir vite, avant que la fête techno batte son plein et que toute évacuation ne devienne impossible en raison d'un trop grand nombre de teufeurs. Fred et ses coéquipiers foncent à près de 200 km/h en direction de la fête. Nous, on a un équipement adapté pour des interventions à risque, on va dire. Donc c'est vrai que plus vite on est sur les lieux d'une intervention, plus vite les collègues peuvent travailler en sécurité. Situé dans un bois entouré de champs, le fort où se déroule la fête techno est difficile d'accès. On prendra un flashball et puis moi je prends la gazeuse. On ne sait jamais. Une fois sur place, Fred et son coéquipier vont devoir continuer à pied et couper à travers champs. On a affaire à une quarantaine, une cinquantaine d'individus. Là, on est loin, on n'est pas au contact, donc on ne sait pas leur intention. Ça se trouve, ça va juste être sympathique et festif. Mais bon, on préfère s'équiper au cas où on aurait une foule hostile contre nous. Le fort à l'abandon date du 19e siècle. Il est composé de dizaines de couloirs et de pièces en briques, dont certaines menacent de s'effondrer. Dans ce dédale obscur, un équipage canin est déjà en recherche des fêtards qui s'y sont réfugiés. Allez, viens ici. Viens ici, j'envoie le chien. Allez, vous restez là. Allez, mettez-vous dans le coin là. Je une bouteille chez vous. Non, c'est pas juste une bouteille. Il y a un rassemblement ici, c'est interdit, d'accord? À l'arrivée des forces de l'ordre, allez, sors de là. Des dizaines de teufeurs s'éparpillent dans et autour du fort. C'est le jeu du chat et de la souris en pleine nuit noire. Viens ici. Ça a couru par là, c'est là. Allez, vous sortez de là. C'est bon, on vous a vu. Allez. Sortez tous les deux là. Ça sert à rien de courir. En plus ici, vous allez vous blesser là. Pour ne pas envenimer la situation, les policiers de la BAC tentent de raisonner les fêtards sans agressivité. Oh, faites ça, les gars, on fait rien de mal. Vous faites rien de mal. Les regroupements sont interdits, d'accord? d'accord. Maintenant, vous vous mettez peut-être à l'écart, mais le problème, c'est que vous êtes en nombre. Okay. Trop important, d'accord? Les gens nous appellent. Non, mais je sais, mais nous... Ils parlent d'un grand rassemblement de plus de 40 personnes. Ouais, je sais. D'accord, qui fait que commencer. Hein. C'est dans le sens donc où... dans la nuit, on peut avoir 300-400 personnes. Dans les tunnels, Sébastien, à la tête d'un autre équipage, continue ses recherches. Il faut rassembler tous les teufeurs. Par ici, je pense. Pour procéder à leur contrôle d'identité. Bonjour monsieur. Faites quoi là? Faites quoi ici? L'homme interpellé semble faire partie de l'organisation. Sébastien le conduit à l'extérieur où sont rassemblés d'autres fêtards. Ils sont où vos copains là? Où? Ils sont où les copains? Ah, tout le monde est là. Monsieur, bonjour, c'est la police. Vous posez les vélos là? Venez ici, rapprochez-vous de moi. L'objectif c'était juste de s'amuser entre amis, à une quarantaine de personnes, que entre potes. C'était pas un truc sauvage à 1000 personnes, c'était que entre potes. En intervenant rapidement, les deux équipages de la BAC ont évité que cette fête techno ne devienne un rassemblement ingérable. Malheureusement pour eux, c'est un week-end qui commence mal. Ah voilà. Les teufeurs avaient prévu de se réunir à l'intérieur du fort. Un mini-club techno improvisé dans cette salle voûtée de 30 mètres carrés. Donc voilà le lieu de fête. C'est pas très grand, c'est pas très aéré. Les organisateurs avaient tout prévu. Un groupe électrogène pour alimenter les enceintes et les jeux de lumière. Sans oublier un stock de bouteilles d'eau, d'alcool et d'herbes de cannabis. Forcément, une soirée comme ça, c'est toujours avec un peu de pétard. Laissez faire le professionnel de la sono. Hop. Fred et ses collègues saisissent le matériel sono sous les yeux des teufeurs. Sur la quarantaine de personnes annoncées, Sébastien et Fred en ont identifié 21 qui ont écopé d'une amende de 135 € pour non-respect du couvre-feu. Sur le chemin du retour, Fred aperçoit une jeune femme. À la vue des lampes torches, elle court s'allonger dans le champ pour échapper aux policiers. Allô, allô? Mais c'est peine perdue. Qu'est-ce que tu fais?
C'est plein de boue. Ouais, je sais, c'est plein de boue. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je vais pas prendre de risque pour ça. Bah, pas de risque à prendre. Viens sur le chemin, tu vas te dégueulasser. On est prêt à tout. Tu croyais qu'on t'avait pas vu? Bah, j'ai fait quand même. Là, vous suivez le chemin et vous allez arriver à la... Vous restez bien sur le chemin. Vous restez bien sur le chemin. Allez! S'il y a moyen de discuter avec les gens, c'est toujours pareil pour toutes les interventions. On se prépare à ce qui peut arriver parce que c'est vrai que la BAC, on est habitué à intervenir, à avoir un rôle répressif. Mais si en face de nous, on a des gens avec qui on peut discuter et compréhensif, on est sympathique et il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Le but, c'est pas d'être violent, hein, c'est de faire comprendre les choses aux gens. Chaque année, les policiers de la BAC de Lille réalisent plus de 35 000 interventions.